Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Claude qui assure toujours ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire la technique, et qui nous est quand même plus qu'une aide. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, d'abord parce que ça veut dire qu'on garde le rythme de nos rencontres d'évangile et vie. Et puis, je suis doublement contente parce que je vais laisser la parole à Caroline pour vous parler du Trobrez. Caroline, tu as fait le Trobrez, donc tu vas pouvoir nous en parler, je dirais nous en parler vraiment de l'intérieur, avec l'expérience que tu as eue. Voilà, je te laisse la parole pendant que Caroline va parler. Vous pouvez envoyer des questions et puis elle y répondra dans la dernière partie de son intervention et Claude les récupère au fur et à mesure que vous les posez. Voilà, Caroline, je te laisse la parole et puis je te remercie mille fois. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Donc, cet Évangile et vie sur le Trobrez et dans la suite de celui de Françoise il y a un mois sur les sept saints. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mon aventure du Trobrez, mais surtout vous raconter l'histoire de ce pèlerinage des sept saints. Donc, le temps de vous mettre mon petit diaporama. Voilà, juste ça bien. Voilà. Donc, je vous invite au pèlerinage des sept saints, qui était le premier nom du Trobrez. Donc, c'est un pèlerinage qui, à l'origine, se faisait en un mois. Donc, je vous donnerai des petits détails un peu historiques après. Donc, il se faisait en un mois. Les pèlerins rendaient visite donc aux reliques des sept saints fondateurs de la Bretagne, qui étaient exposées dans les cathédrales des grandes étapes. Alors, selon les érudits, il remonterait au 9e, 10e ou 12e siècle. Il connaît vraiment son apogée au 13e siècle. Voilà, donc le Trobrez donc, est un pèlerinage qui est ancré dans l'histoire. Donc, Françoise, tu me reprendras si je fais des erreurs sur l'histoire de la Bretagne, hein, parce que ce n'est pas ma grande spécialité. Donc, au IIIe siècle après Jésus-Christ, les populations déplacées de Bretagne sont venues militairement en aide à l'Empire romain qui avait besoin de troupes en armorique pour résister aux incursions de pirates pictes, scots, saxons et autres frisons. Du 5e au 7e siècle, ce sont des communautés entières, des clans sous la conduite de moines qui appartenaient bien souvent à des familles dirigeantes qui ont traversé la Morbraise, la Manche, pour s'installer dans une armorique prête à les recevoir. Donc, il y a eu différentes raisons à cette seconde migration. D'abord, la déromanisation de la Bretagne qui a révélé les conflits entre chefs rivaux. Le baptême de Clovis qui a ouvert une période d'alliance avec les Bretons et facilité les traversées. L'existence d'un royaume double de chaque côté de la Manche qui permet aux Francs comme aux Bretons d'installer d'un côté comme de l'autre de la Manche des petites monarchies territoriales qui sont des petites succursales. Et enfin, le tout se fait sur fond d'un zèle missionnaire et évangélisateur du monachisme celtique. Donc, je vais vous reprendre quelques petites dates clés du Trobrez. Alors, certains donc, font remonter ce pèlerinage à l'époque de Nominoé, donc au 9e siècle. Nominoé était donc souverain de Bretagne de 845 à 851. Il a établi une métropole ecclésiastique à Dol de Bretagne et parvient à s'affranchir ainsi de l'église bretonne qui était sous la domination de Tours et à gagner son indépendance vis-à-vis du pouvoir carolingien. Le pouvoir carolingien disposait en Bretagne d'évêques qui étaient acquis à son autorité à Quimper, à Vannes, à Dol de Bretagne et à Saint-Paul-de-Léon. C'était une situation inacceptable pour Nominoé qui voulait s'émanciper. Il savait ne rien pouvoir attendre du pouvoir franc ni de l'archevêque de Tours dont dépendait la Bretagne. Donc il s'est tourné vers le pape Léon IV
et lui envoie en 848 une délégation menée par l'abbé de Redon. Alors, je serais incapable de prononcer son nom, Convaillon. Françoise, tu me reprendras. Mais... Donc, le pape leur a réservé un bon accueil. Il donne des reliques donc, à l'abbé de Redon, mais il refuse de se prononcer sur la déposition des évêques. Il s'est contenté de préconiser la tenue d'un synode de 12 évêques devant lesquels les prélats devraient comparaître. Il était impossible de réunir une telle assemblée en Bretagne, donc Nominoé se résout à un coup de force. Il réunit en avril 849 une assemblée où des évêques donc, sont condamnés pour simonie, c'est-à-dire trafic des choses saintes, vente ou achat de biens spirituels ou de charges ecclésiastiques. Ils sont déposés et il peut ainsi les remplacer par des entre guillemets, évêques bretons et donc acquis à sa cause. Donc il crée ensuite une métropole à Dol-de-Bretagne à laquelle il assigne 6 diocèses, donc le diocèse de Vannes, de Quimper, de Saint-Paul-de-Léon, d'Alette, qui était l'ancienne cité gallo-romaine devenue Saint-Servant, qui était le siège primitif de l'évêché qui sera transféré à Saint-Malo au XIIe siècle, et enfin Tréguier et Saint-Brieuc. Donc le pèlerinage aux 7 saints date du Moyen-Âge, donc en hommage aux 7 saints fondateurs venus en majorité du Pays de Galles pour évangéliser la Bretagne. Il s'inscrit dans la ligne de grands pèlerinages comme Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. C'est donc un pèlerinage circulaire dont le nom signifie Tour de Bretagne. Et il va peu à peu remplacer les grands pèlerinages à une époque où les voyages étaient devenus plus compliqués du fait de la dangerosité des routes, etc. Il va tomber en désuétude au XVIe siècle et il reviendra d'abord chez les historiens au XIXe siècle, et c'est d'ailleurs un historien qui va lui donner son nom actuel de Trobriez, qui est la traduction de son nom latin Circulus Britanniae. Il a été relancé donc une première fois au début du XXe siècle par l'association Brune-Brugge, puis en 93 par l'association laïque La Route du Trobriez, et enfin en 1994 par donc l'association Les Chemins du Trobriez à l'initiative de Philippe Abjean. Donc il entame maintenant une nouvelle boucle, non plus à 7 étapes, mais 9 étapes, puisqu'y ont été intégrées Rennes et Nantes. Donc, après son apogée au Moyen-Âge, donc je vous reparlerai du pèlerinage tel qu'il était au Moyen-Âge un petit peu plus tard. Donc après l'apogée au Moyen-Âge, il a été freiné par la guerre de succession qui visait à séparer les partisans de Jean de Montfort et de Charles de Blois, et par le retour de grandes épidémies, notamment l'épidémie de peste, qui va dissuader les gens de se lancer sur les routes. Il renaît à la fin du XIVe siècle. C'est aussi à cette période que commencent à naître les grands sanctuaires bretons comme le Folgouet ou Saint-Jean-du-Doigt. On va retrouver des mentions du pèlerinage des 7 saints dans l'enquête de canonisation de Saint-Yves au XIIIe siècle, et notamment à travers des témoignages de miracles opérés par Saint-Yves pour des personnes qui effectuaient leur trobraise. On a quelques grands personnages qui ont marqué l'histoire de ce pèlerinage. Tout d'abord, en 1419, le duc Jean V, qui voulait ainsi honorer un vœu prononcé à l'issue d'une maladie. Il s'est donc lancé sur les routes du pèlerinage avec son chambellan. Puis, en 1505, Anne de Bretagne, qui, à la suite d'une promesse faite pour obtenir la guérison de Louis XII, se lance elle aussi dans le Trobriez. Elle passe par Nantes, Vannes, Quimper, Locronan, Brest, Saint-Paul-de-Léon, Morlaix, Saint-Jean-du-Doigt, Tréguier, Lamballe et Dinan. Elle doit interrompre son voyage sous l'insistance de Louis XII qui la rappelle à Blois. Et donc, elle renonce ainsi aux 2 haltes qui étaient prévues à Saint-Malo et à Dole. Excusez-moi. Le rattachement de la Bretagne à la France, puis les guerres de la Ligue sonnent le glas du pèlerinage, qui est supplanté par de nouvelles dévotions, et notamment les dévotions mariales.
Le clergé va encourager beaucoup plus le peuple à vénérer des saints plus proches d'eux, plus faciles à imiter. C'est ainsi que va se développer le culte à Saint-Yves, avocat des pauvres, qui à Tréguier va supplanter le culte à Saint-Tugdual. À Vannes, Saint-Vincent Ferrier, qui était un dominicain catalan connu notamment pour ses prédications publiques et les conversions de juifs et de musulmans. À Quimper, le culte à Saint-Ticdu, le petit saint noir, qui était donc un moine franciscain qui s'illustrait par son dévouement auprès des malades de la peste, va remplacer le culte à Saint-Corentin. Saint-Brieuc se voit, lui, supplanté par l'évêque Guillaume Pinchon, qui a été le premier breton canonisé par les autorités romaines. Avec la réforme, pardon et pèlerinage vont être de plus en plus encadrés par les autorités ecclésiastiques pour mettre fin à des abus et des désordres. Mais c'est la Révolution qui va asséner le coup de grâce vraiment des pèlerinages. Les pèlerinages sont interdits, les sanctuaires détruits. Et on a l'exemple donc le 12 décembre 1793. À Quimper, les révolutionnaires jettent les statues de la cathédrale dans un énorme bûcher, excepté celle de Saint-Ticdu. Le 19e siècle est celui des pardons et du renouveau du culte marial, avec notamment la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, le Trobrez ne renaît pas à cette époque sous les pas des pèlerins, mais il revit sous la plume des historiens, avec notamment l'abbé Lucot, qui sera le premier à lui donner son nom de Trobrez, donc traduction bretonne, comme on l'a vu, de Circulus Britanniae. Enfin, au XXe siècle, le chanoine Alfred Leroy édite un livret du Trobrez qui rassemble chants et cantiques bretons. En 1925, il édite une brochure intitulée Trobrez, pèlerinage des 7 saints de Bretagne, qui va relater l'itinéraire d'un automobiliste reliant les 7 villes saintes, auxquelles il ajoute Josselin et Sainte-Anne-d'Auray. Le Trobrez, à cette époque-là, devient surtout un itinéraire touristique. Alors, qui sont ces 7 saints? Donc, Françoise vous les a présentés, je vous les représenterai brièvement. Françoise les a présentés la dernière fois. Donc, Dol de Bretagne. Donc, selon la légende, ce sont d'abord 7 frères, des septuplés. Leur mère, Domnonée, avait proclamé que des jumeaux étaient toujours enfants du péché. Une telle calomnie lui vaudra une punition de Dieu. Elle va accoucher de 7 garçons. Elle ordonne alors de les tuer, mais protégés par Dieu, ils seront recueillis et élevés et envoyés en Petite-Bretagne. Ils toucheront terre à quelques kilomètres de Lannion et se séparent pour évangéliser la Bretagne. Donc nous avons à Dol de Bretagne Saint Samson, donc, né dans la région de Glamorgan, actuelle, au sud-ouest du Pays de Galles. Il meurt à Dol vers 565. Donc sa mère secourt une sirène et en remerciement, elle a un fils. Pour le consacrer à Dieu, il l'envoie au monastère de Llaniltud, excusez ma prononciation, près de Cardiff. Il y est élève de Sainte Hildut. Il convertit ses parents à la vie monastique et accède à la tête du monastère qui est l'actuelle abbaye de Caldey. Après un séjour en Irlande, il est consacré évêque et émigre vers les Cornouailles. Il franchit la Manche, s'établit à s'établit à Plouganou, dans un hameau qui porte encore son nom, et fonde le monastère de Lanmeur. Il s'établit ensuite à Dol. Il meurt vers 565. Son tombeau se trouve aujourd'hui dans la cathédrale de Dol. Saint-Malo ou Saint-Maclou est originaire du Pays de Galles, toujours. Appelé par Dieu à traverser la mer pour s'exiler, il va naviguer 7 années avant d'accoster sur l'île de Sésambre, où il accomplit de nombreux miracles et obtient de nombreuses conversions. Il est promu à la tête de l'évêché. Il reprend la mer et meurt en Charente selon la légende, à 133 ans. La légende veut qu'alors qu'il est en mer le jour de Pâques avec Brendan, il veut célébrer la messe sur le bateau. La mer est mauvaise, ses compagnons refusent. Ils vont trouver un îlot
5 fois plus long que leur embarcation, ils débarquent, ils célèbrent la messe, l'îlot se met à bouger, ils regagnent le bateau et se rendent compte que cet îlot était une baleine. Saint-Brieuc, né au Pays de Galles au début du 5e siècle, il est élève de Saint-Germain d'Auxerre, qu'il suit en armorique. Ordonné en 477 au Pays de Galles, il revient avec 84 moines et part évangéliser la Bretagne armoricaine continentale. Il débarque à la Berverac et vient fonder un monastère à Tréguier. Il y établira le second monastère au lieu-dit le Champ du Rouvre, autour duquel va naître la ville de Saint-Brieuc. Il retourne dans son pays où il fait de nombreuses conversions. À 70 ans, il revient, est accueilli par Riwal, chef breton local et membre de sa famille, duquel il reçoit un terrain qui deviendra la ville de Saint-Brieuc, où il deviendra moine-évêque. Il meurt vers 502. Une légende raconte qu'à sa mort, ses compagnons voient le saint monter au ciel sous la forme d'une tourterelle. Il est fêté le 1er mai par les catholiques. Ensuite, Saint Paterne, donc, qui est célébré à Vannes, qui fonde au 5e siècle l'évêché de Vannes. Il est jalousé par les autorités, quitte la région et se réfugie dans son monastère où il meurt fin 5e siècle, début 6e siècle. Beaucoup de miracles ont lieu sur sa sépulture. Pris de remords, les Vanntais ramènent son corps et construisent une cathédrale sur son tombeau. Donc la légende veut qu'un prince de la province lui confie un trésor afin de partir guerroyer. En rentrant, il fait constater que le trésor a été remplacé par du sable et des cailloux. Paterne en est bien sûr accusé. Pour prouver son innocence et à sa demande, il est soumis à l'épreuve de l'huile bouillante. Il plonge le bras dans l'huile bouillante. S'il en ressort sans brûlure, c'est qu'il est innocent. C'est ce qui se passe. Le peuple a donc demandé à ce que ses accusateurs soient soumis au même supplice. Et à peine le bras plongé dans l'huile, il tombe mort. Et le prince devient aveugle et tombe malade. Il y voit une punition divine et avoue. Paterne le guérit et le pardonne. Saint Corentin. Donc Saint Corentin serait né en Cornouailles armoricaine, vit en ermite dans la forêt du Névé à Plomodierne, au pied du Ménésome. La légende raconte qu'il se nourrissait tous les jours d'un poisson miraculeux qui chaque jour se représentait dans sa fontaine. Il en coupait un morceau et le remettait à l'eau. Le morceau repoussait. Un jour que le roi Gralon se perd près de son ermitage, Corentin lui donne un bout de poisson. Le roi se moque en lui disant que c'est bien insuffisant pour lui et les siens. Corentin reprend le morceau de poisson, dit une prière et multiplie le poisson. Gralon, qui voulait fonder le diocèse de Quimper, appelle donc Corentin comme évêque, lui offre un palais à l'emplacement de l'ancienne cathédrale. Nous avons ensuite Tugdual à Tréguier. Alors, c'est donc un religieux du 5e siècle qui est venu donc avec 72 religieux pour évangéliser l'Armorique. Il débarque au Conquet avant de fonder le monastère de Trébabu, Landréguer, autour duquel va se développer la ville de Tréguier. Beaucoup de miracles sont constatés qui lui valent parfois le nom de Saint Pabu, pape en breton. Il est persécuté, une voix lui dit de se rendre à Rome. La légende raconte qu'il y arrive peu après le décès du pape. Le clergé et les fidèles voient une colombe se poser sur son épaule et l'amènent de force à l'autel en lui donnant le nom de Léon Breton. La famine et la peste sévissent dans le Léon et on demande son retour. Alors qu'il est en prière, un ange lui amène un cheval blanc qui le ramène à Tréguier. Paul Aurélien, je viens de voir qu'il y a fait une erreur d'orthographe. Donc, né en 490 au Pays de Galles, destiné par son père au métier des armes. Il est mis en pension dans un monastère très jeune. Il est ordonné prêtre à 22 ans, reçoit une vision qui lui dit d'aller évangéliser l'Armorique. Il débarque donc à Ouessant avec 12 prêtres et 12 de ses parents. Il fonde des monastères, dont un à Saint-Paul. Il arrive sur un navire marchand, avec pour seul bagage un bâton en forme de crosse et un lit de pierre.
Un jour, en pleine tempête, il est en prière sur son lit. Le capitaine veut alléger le bateau en jetant par-dessus bord son lit de pierre. Comme Paul Aurélien ne veut pas quitter son lit de pierre, il est jeté à l'eau lui aussi. Donc ce lit de pierre va fondre l'onde comme une barque légère. Donc Paul Aurélien meurt à l'île de Bas. Une légende raconte qu'à cette époque, un dragon terrorise le Léon. Il part l'affronter avec un jeune chevalier, plante sa crosse dans la gueule du dragon et le ramène au bord de la falaise, son étole autour du cou. Il jette le dragon à l'eau. Alors maintenant que nous avons vu qui étaient ces 7 saints, je vous emmène dans le pèlerinage médiéval. Donc au Moyen-Âge, l'usage avait fixé 4 périodes de l'année pour ce pèlerinage, que l'on appelait les 4 temporaux, donc Pâques, la Pentecôte, la Saint-Michel et Noël. Donc la saison des longues nuits, des pluies froides, des neiges et des glaces. Donc 4 époques de l'année, chaque temporal durait 1 mois. 15 jours avant et 15 jours après la fête dont il portait le nom. Au XIVe siècle, le temporal qui remportait le moins de pèlerins était bien sûr celui de Noël, la période la plus froide, ce qui peut s'expliquer. Celui qui en rassemblait le plus était le temporal de la Saint-Michel. À cette époque-là, les travaux des récoltes étaient terminés, donc les gens pouvaient partir pèleriner. Au moment où l'affluence des pèlerins diminue, les temporaux sont réduits de 4 à 2. Pendant les temporaux, les reliques des 7 saints étaient exposées dans chacune des églises de station principale du pèlerinage, donc les différentes cathédrales. Et bien souvent, en plus de la visite aux reliques des saints, les pèlerins ajoutaient aussi d'autres dévotions. Ils déposaient une offrande dans les églises visitées. Donc ce pèlerinage recouvrait à peu près 500 km à vol d'oiseau. Il était à faire en 30 jours, soit environ 20 km par jour, et pouvait être fait dans un sens ou dans l'autre. Il n'y avait pas de sens de circulation, si je puis dire. Pour éviter les dangers de la route, bien souvent les pèlerins se rassemblaient en petits groupes, souvent sous la conduite du prêtre de leur paroisse ou de quelques voisins qui avaient déjà effectué le pèlerinage. Ils cheminaient souvent sur d'anciennes voies romaines pavées, les croix remplaçant les bornes qui marquaient les lieux bretonnes. Ces chemins se sont retrouvés jalonnés de nombreuses chapelles dédiées à différents saints. Et auprès de ces chapelles, on retrouve bien souvent des fontaines. Donc on l'a vu, la réduction des temporaux de 4 à 2 s'est fait vers le milieu du XVe siècle. Au XVIe siècle, les guerres de religion sonnent la fin du pèlerinage, les routes devenant beaucoup trop dangereuses pour se risquer sur le chemin. Donc le Trobriez, le pèlerinage aux 7 saints avait peu à peu disparu. En 1994, Philippe Abjean l'a relancé sous la forme de, excusez-moi, je suis allée trop vite, de pèlerinage donc en petits groupes. C'est ce qui a donné lieu à l'association Les Amis du Trobriez. Donc pour ceux qui veulent suivre le pèlerinage sous cette forme-là, on est accompagné par des camions qui portent les sacs. Donc maintenant, on est passé de 7 à 9 étapes. Donc vous avez toute une organisation, possibilité de loger sous tente, de loger dans les gymnases ou chez l'habitant, à charge dans ce cas-là pour chacun de trouver son hébergement. Donc je vous remettrai les liens des petites vidéos après, qui vous permettent de découvrir un peu le Trobriez tel qu'il était. Donc c'est donc en 94 que Philippe Abjean, qui était ancien professeur de philosophie, attaché culturel à la mairie de Saint-Paul-de-Léon, a relancé le Trobriez avec Gilles Lemarec, qui était directeur de l'association du Pays du Haut-Léon, et Michel Danielou, professeur d'histoire au lycée Notre-Dame du Cresquer. Ils se sont donc lancé le défi de faire du Trobriez le Saint-Jacques de Compostelle breton. Ils pensaient emmener à leur suite quelques pèlerins pour un tour de Bretagne passant par les 7 cités épiscopales.
à raison donc d'une étape annuelle reliant 2 des 7 cités. Dès la première année, ils se sont retrouvés à 600 marcheurs au lieu des 150 attendus, à relayer donc Quimper et Saint-Paul-de-Léon. Les années suivantes, le nombre de pèlerins augmente encore. En 1995, il était 1 millier, puis près de 2500 en l'an 2000. Et entre 1994 et 2000, ce sont à peu près 10 000 personnes qui ont fait le pèlerinage donc sur cette semaine donc qui se déroule première semaine du mois d'août. Le deuxième tour s'est achevé en août 2009. Et en 2010, donc 1 millier de pèlerins ont relié Sainte-Anne-d'Auray et Nantes. L'accueil à Nantes n'a pas été des plus agréables. Je faisais partie de ces pèlerins et nous n'avons pas eu le droit de sortir les bannières pour les processions. Donc cette association regroupe diverses fraternités qui se réunissent pour permettre aux pèlerins qui se sont rencontrés de se retrouver pour des marches. Il y a plusieurs marches dans l'année. Donc, il y a une fraternité dans chacune des 7 villes des 7 saints. Et il y a aussi une fraternité pour les Parisiens et Trobrésiens de région parisienne, la fraternité Sainte-Geneviève, donc qui se réunit à peu près 3 fois par an pour des marches. Malheureusement, la dernière a dû être annulée en raison de la pandémie. Nous espérons pouvoir tenir la dernière au mois de juin. Et enfin, une association est née, donc l'association Montreux-Braise, qui relance un balisage d'un itinéraire permanent pour permettre aux personnes qui souhaitent faire le Trobreise, mais seules, pas forcément dans l'organisation de l'association des Amis du Trobreise. Et donc, vous pouvez voir la balise, qui est la petite Hermine. Et donc, ils ont relayé déjà plusieurs étapes. Donc, dans les vidéos que je vous ai mis, il y a notamment une interview d'Arnaud Lampire, président de l'association, qui explique ce projet. Et à la suite de en parallèle de ce projet, sont nées aussi des associations qui retapent les chapelles, certaines en très mauvais état, pour en faire des abris de pèlerins tout au long du parcours. Donc maintenant, si on pouvait arriver à mettre les vidéos, François, je te renvoie mon bon document si j'y arrive. Ça sera plus simple. Alors, tu veux que j'essaye Alors, attends, je vais te renvoyer le bon document parce que j'ai vu que celui que tu avais n'était pas forcément le bon. Donc, je vérifie pour te renvoyer le bon tout de suite. Parce qu'à part les autres ont l'air de fonctionner. Donc, il faut juste que je te retrouve le bon document. Alors, pendant que vous réglez ce sujet, donc il y a pas mal de personnes qui suivent depuis la Bretagne. Saint-Malo, quelqu'un vous dit bonjour. Voilà, Karl. On nous suit aussi de Neuliac, puisque Eflam Kawissin nous a partagé ce direct dans sa page Facebook Arguedour. Il nous indique aussi il nous indique une vidéo et un article sur le synode de 849 qui avait été convoqué par Névé-Noé, par Nomi-Noé, et dont Caroline nous a parlé tout à l'heure. Dominique nous dit bonjour. On a aussi d'autres remarques. Karl nous dit que le pèlerinage collectif de la première semaine d'août, il nous demande s'il est ouvert aux personnes qui sont non-croyantes. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà. Mais les gens qui sont des marcheurs, en tout cas. Il vaut mieux. Pour ceux qui font la première semaine d'août, il y a une moyenne de 25 km par jour.
certaines fois un peu plus suivant les étapes. Donc voilà, il vaut mieux quand même s'entraîner avant, bien que moi, la première année, je l'ai fait sans entraînement. Je ne sais pas comment je suis arrivée au bout. Je suis en train, Françoise, de te renvoyer le... Ça sera plus simple. Les vidéos. Je me demande encore comment j'ai réussi à arriver au bout la première année. Mais je vous montrerai tout à l'heure quelques photos prises justement au cours des différentes étapes. Et moi, ce que je retiens de cette expérience, donc j'ai fini mon Trobraise et j'ai même fini en tant que bénévole. Et ce que j'en retiens, c'est déjà des découvertes de chapelles, de lieux absolument magnifiques, de très belles amitiés, une solidarité entre les marcheurs quand même assez agréable, aussi bien pour ceux qui sont en tente, le montage des tentes, voilà, pour quand on cherche des bénévoles comme Serfil au long de la route. Il y a vraiment une atmosphère qui est vraiment extra. C'est vraiment un souvenir que je garde. Alors, Caroline, Eflam va dans ton sens, puisque il nous dit oui, 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 Karl, j'ai même eu l'occasion de discuter avec un marcheur musulman. Donc, il y a un Et peu voilà, moi, c'est ça que j'apprécie. Ceux qui veulent venir en famille, il y a en général des religieux qui prennent en charge les enfants et les ados pour les accompagner aussi dans la prière, tout en continuant la marche. Donc, il y a vraiment possibilité de le faire de plein de manières différentes, aussi bien certains ne le voient que comme une randonnée. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même les ouvreurs qui ont en charge de maintenir une allure de marche qui permet tout de même à tout le monde de suivre. Et donc, pas forcément une allure de marche de grande randonnée. On tourne à 4-5 km/h pour permettre justement à ceux qui sont moins habitués à marcher de tenir. Et Caroline, c'est ça que j'ai apprécié. je peux essayer de passer des vidéos si j'y arrive. Alors voilà, ça y est, je suis en train de te mettre la dernière et de te renvoyer le mail avec le lien des vidéos. Ok. Donc voilà, ce que je retiens, oui, c'est la solidarité entre les marcheurs. C'est des étapes absolument extraordinaires. Je crois que je n'oublierai jamais, c'est l'étape de Comana que j'avais fait sous une pluie battante, mais toute la journée. Et je suis arrivée à la chapelle, ça y est, je ne trouve plus le nom, Saint-Michel de Brasparts, où j'ai eu le quart d'heure d'éclaircie juste en y arrivant. Et ça, je crois que ça restera un souvenir extraordinaire. Et l'étape la plus dure pour moi, qui avait le vertige, Claude, tu dois bien connaître le coin, les falaises de Ploua. Et quand on a le vertige, c'est rude. j'ai même Voilà. vu passer le Trobrez dans ce coin-là, dans Et la là, région de Plouézec-Ploua. voilà, et c'est là où la solidarité des marcheurs est géniale, c'est que j'avais le choix de prendre la voiture balai toute la marche, ou d'essayer de forcer mon vertige et de prendre sur moi. Et j'ai une amie, une rencontre du Trobrez, qui m'a dit, tu me tiens la main, tu regardes mes pieds. Et j'ai réussi à faire toute la marche. Donc c'est aussi ça l'esprit Trobrez, je trouve. Alors, est-ce que vous Voilà. voyez l'écran? Alors attends, je reviens. Voilà, oui, moi je le vois. Par jour, une moyenne de 4 km/h. Alors bien sûr, il faut s'équiper. Et c'est bon, le son fonctionne. Mais ici, personne n'est là par hasard. On chemine pour un pèlerinage qui, en 7 ans, doit permettre aux plus assidus de faire le tour entier de la Bretagne. Et quand on l'a découvert, on y revient souvent. Nous sommes venus cette année, 5e fois, avec un groupe de sœurs, d'amis. Et on mène un petit peu une vie de fraternité ensemble. Et je trouve que c'est un lieu d'évangélisation qui est beau. Voilà. Et qui permet vraiment de rencontrer les gens. Et on sait qu'il y a pas mal de gens qui partent touristes et qui finissent pèlerins. Chaque étape est minutieusement préparée 1 an à l'avance. Chaque année, il couvre l'un des 7 évêchés bretons, mais sur les chemins de traverse.
Aujourd'hui, on avait la traversée de la baie de Saint-Brieuc qui demandait évidemment des horaires extrêmement travaillés à cause de la marée. On est quand même 1200 et c'est difficile d'évaluer la vitesse de marche en sortant de la cathédrale jusqu'à la grève. Arrive le moment du déjeuner, moment de convivialité et d'échange, un temps pour les nourritures terrestres et pour certains des nourritures spirituelles en écoutant la parole chrétienne. Mais pour tous, c'est du repos. La pause repas, c'est important? Et oui, il faut bien se nourrir. Et le reste, ça fait du bien. Se désaltérer, un peu de repos pour les jambes, pour les pieds, comme tout le monde, avant de repartir. Le pèlerin qui souhaite faire l'ensemble du Trobrez a 7 ans, une semaine chaque année l'été, pour parcourir au total 600 km. Au Moyen-Âge, ce pèlerinage permettait de s'incliner devant les tombeaux des évêques fondateurs de la Bretagne. Aujourd'hui, le Trobrez est une marche pour partager sa foi. Ok. Alors, la deuxième vidéo que je vous avais trouvée, c'est une vidéo de KTO. La deuxième. Alors, Ah, non, ça c'est la même. oui, mais il faut que je... Voilà. Il faut que j'arrête et que je reparte. Si vous pouvez répondre à des questions pendant que je mets la suivante. Alors, ce que je peux vous préciser, c'est que malheureusement, la marche d'été de cette année est encore annulée en raison de la situation sanitaire, puisqu'on est quand même à chaque fois près de 1200, 1500 marcheurs. Alors, pour rester sur le même sujet, Karl nous apporte son témoignage. Vous remercie de votre réponse, aussi bien toi, Caroline, que je suppose à Eflam. Il a déjà fait une fois le Trobrez à pied et sol en 47 jours. Oh, C'était l'été dernier. C'était une belle aventure. Il aimerait bien le refaire en groupe et c'est pour ça qu'il pose la question. Je pense que l'association Montrobraze permet de réaliser ça. On a Paul Aurélien qui est un organisateur de Montrobraze, je ah crois, ben c'est super. qui est présent également, qui remercie d'avoir fait ce direct consacré au Trobrez. Alors c'est parti pour une vidéo. Ce matin, c'est le grand départ pour les pèlerins du Trobrez. En breton, cela signifie Tour de Bretagne. Depuis le Moyen-Âge, il relie les 7 cathédrales des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Cette année, le pèlerinage commence à Tréguier, la ville de Tintagel. Dans la cathédrale, les chaussures de marche côtoient bâtons et sacs de randonnée. L'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, Monseigneur Moutel, préside la messe. Que sommes-nous venus chercher sur les chemins du Trobrez? C'est peut-être déjà pour vous une longue expérience, ou bien c'est la première fois. Vous êtes un peu néophyte, comme moi, un peu. Peu importe. La question est là de toute manière. La question du Seigneur Jésus à des disciples qui le suivaient: que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Parmi les 1700 marcheurs présents, il y a Danielle. Elle en est déjà à sa 5e étape du Trobrez. C'est un moment spirituel et religieux, donc c'est un moment de fraternité. C'est un moment aussi où j'ai beaucoup de choses à rendre grâce au Seigneur et aussi je porte dans ma prière aussi toutes les attentions qu'on m'a confiées avant de partir au niveau de ma paroisse et au niveau des gens que j'ai rencontrés. Première pause de la journée à la chapelle Saint-Botrom, un ermite breton.
Croyants ou non, les pèlerins peuvent s'arrêter, simplement pour prier ou pour écouter les explications d'un prêtre. Ici, on peut prier aussi pour les parents qui ont des difficultés avec leurs adolescents. Ça arrive, hein, moi je suis en train de dire ça quelquefois. Donaldo, étudiant mexicain, découvre la culture bretonne. C'est une opportunité de bien connaître la culture française, la culture bretonne. Et ça me fait une expérience, une démarche. C'est dur, mais c'est un peu comme Jésus-Christ quand il a passé du temps au désert. Ça me permet de me connaître plus moi-même et connaître plus des gens qui sont avec moi. À l'heure du déjeuner, instant de répit pour les marcheurs, autour d'un pique-nique convivial. Le partage aussi est au cœur du pèlerinage. Aujourd'hui, on est ensemble. Ce soir, on va manger avec d'autres. On va discuter avec d'autres gens. On écoute. On est à l'écoute des gens. Ce soir, quand on va dormir tous en collectivité, ça va tellement être marrant. C'est sûr que c'est ça, quoi. C'est la vie en communauté. C'est une autre vie, quoi. Hein. On oublie tout ce qu'on a à la maison et on marche. C'est dur là, mais je la connaissais la montée en plus. J'ai déjà fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le père Julien Naturel propose à tous les marcheurs qui le souhaitent de prier Jésus et Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Chapelet ou chant religieux égrènent la marche. On sait que la lumière, c'est le Christ. Et ce qui est frappant de constater, c'est que malgré toutes les motivations, eh bien, on arrive vraiment à faire l'unité. Et cette unité, on sait, elle est spirituelle, mais chacun, en fait, peut repartir à quelque chose de supplémentaire. Et c'est ça qui est un petit peu la marque de fabrique du périple. Un périple sur la terre bretonne que les pèlerins, croyants ou non, achèveront en 7 ans. Le temps pour chacun de laisser Dieu accomplir en lui l'œuvre qu'il a commencée. Voilà, donc là, vous avez vu un petit peu un détail des journées pour ceux qui font la marche d'été. Donc, pour vous détailler un peu la journée, il y a une première messe proposée le matin pour ceux qui le souhaitent, puis le départ groupé. La pause déjeuner se fait aussi sur des lieux précis en fonction des arrivées. Le soir, vous avez une messe qui est proposée à l'arrivée pour ceux qui le souhaitent. Et puis la soirée, vous avez soit une veillée plus spirituelle, soit il y avait aussi fest-noz pour ceux qui voulaient, ce qui n'était pas désagréable pour se dégourdir les jambes après la journée de marche. Donc voilà, c'est vraiment des souvenirs. Moi, je ne me sentais pas de le faire seule. Je me suis lancée dedans après avoir entendu une amie de mes grands-parents en parler. La fille d'une amie de mes grands-parents, en parler. Et puis, le jour où il est parti de Quimper, où je passais mes vacances, j'ai dit, banco, je me lance. Mes parents pensaient venir me rechercher dès le premier soir. Et finalement, je suis allée au bout de l'étape et au bout du Trobriez même après. Donc, je peux que vous conseiller de vous lancer dedans. Alors, la vidéo suivante, c'est une vidéo de Vodeus, alors qui est une plateforme intéressante pour ceux qui veulent découvrir des tas de choses au niveau religion. Il y a des tas de thèmes traités. Et donc, c'est une vidéo sur le renouveau du Trobriez en 94. L'âme bretonne. Philippe Abjean est un breton amoureux de ce bout du monde et de l'histoire spirituelle. Le christianisme breton a commencé avec l'arrivée chez nous au 5e et 6e siècle de moines évangélisateurs qui sont venus de Cornouailles anglaise, du Pays de Galles, d'Irlande. Ce prof de philo est habité par cette épopée, celle des 7 saints venus christianiser l'Armorique, des moines honorés dès l'an 1000 par un pèlerinage, le Trobriez, qui relie les 7 cités épiscopales fondées. Une boucle abandonnée au XVIe siècle, ressuscitée en 1994
par Philippe Abjean. Il y avait un appel à relancer le Trobrez à une époque où ça semblait un défi finalement un peu fou, puisque on ne parlait que de crise de l'Église, que de sécularisation. Les pèlerinages s'arrêtaient les uns après les autres, les pardons également en Bretagne. Voilà. Donc c'était une aventure un petit peu folle, mais qui n'était pas tant que cela finalement. L'été, ils sont 2000. À cette marche de printemps, 250. Ce matin-là, à Saint-Paul-de-Léon, il y a les novices, comme les premiers fidèles. Arlette est une pionnière du Trobrez, c'est une trobrézienne du début, du démarrage, et c'est une des âmes du Trobrez. Ah, pourquoi vous dites l'âme? Parce qu'elle porte la spiritualité du Trobrez au plus haut point. Voilà, on a compris que c'est pas simplement une marche, c'est un pèlerinage. Voilà, il y a une dimension spirituelle très forte dans le Trobrez. Ça se vit de l'intérieur. Le Trobrez a ceci de particulier que c'est le seul grand pèlerinage circulaire au monde. Et ça, c'est quelque chose que l'on a gardé de la civilisation celtique. Donc le Trobrez est une façon de délimiter les frontières du pays avec ses pieds. On délimite un espace sacré. Alors, c'est public. Alors, vous avez Non. À l'heure actuelle, on est dans une société où on est relativement riche. Et véritablement, on est pauvre spirituellement. Et en fin de compte, ici, on est tous différents. On vient tous de parcours différents, mais on partage avec les autres. On se retrouve régulièrement. Croyant ou pas, c'est pas du tout un problème, au contraire. On a le virus qui nous prend et puis on a envie de le faire partager aux autres. Et puis au fil des Trobrez, eh bien, il y a une recherche de foi. Et puis il se passe quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi. L'originalité a consisté à mettre un vin nouveau dans une vieille outre, c'est-à-dire qu'on a découpé le Trobrez en étapes à raison d'une étape de cathédrale en cathédrale chaque année, ce qui demande pour un pèlerin donc 7 ans pour clore le Trobrez. Pour moi, ça a été un dépouillement, ça a été aussi permettre d'entendre et d'écouter les autres, pas forcément de participer, mais voilà. Et puis il y a les offices du matin, du soir, l'adoration, tout ça. C'est vrai que quand on est tous ensemble, on se sent porté, donc moi j'aime beaucoup. Enfin, ça m'a permis de grandir. Le Trobrez n'est pas le seul trophée de ce missionnaire laïque. Voilà, tu peux l'arrêter ici, Françoise. J'arrête. Oui, parce que la suite, c'est sur la vallée des Saints. La petite vidéo suivante, c'est le teaser qui a été fait pour un DVD qui est sorti pour les 20 ans du Trobrez. Il faut savoir qu'une équipe de jeunes nous a suivis, caméra au point, caméra à l'épaule, tout en marchant. Et pour filmer un petit peu le Trobrez à l'occasion des 20 ans de la reprise, donc en 2014. J'ai bien reçu quelqu'un. Elle m'a fait très plaisir. C'est gentil de penser à moi et de m'écrire. Ça avait l'air bien ton Trobrez. J'ai décidé d'aller le faire moi aussi. Qui pour la première fois se dit mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ici, si j'avais su, je ne serais pas venu, je connais personne, etc. Il y a des gâteaux, il y a des pas gâteaux, je ne suis pas chez moi. Voilà. Deuxième jour, c'est la catastrophe. On a des enfants fiers. Oh là là là, mon Dieu, pourquoi je suis venu là? Allez, demain c'est décidé, demain je pars. Et puis le troisième jour, il y a toujours ce même miracle du Trobrez qui s'opère. Le troisième jour, on rencontre toujours quelqu'un. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un qui cheminait à côté, qui commence à discuter, et on lui demande pourquoi est-ce que tu viens en fait. Et voilà, et puis les cœurs s'ouvrent, et voilà, je viens parce que, alors au départ on mettait le patrimoine, au départ on mettait la randonnée, et en fait, très vite, on touche à la vérité des êtres, c'est-à-dire je viens parce que mon fils est toxicomane, je viens parce que mon mari est alcoolique, je viens parce que je suis au bord de la séparation, et donc j'ai besoin de me libérer de tout ça, d'en parler, etc. Et à partir du moment où il y a un petit peu j'allais dire cette ouverture des cœurs, et bien après le troisième jour, le quatrième jour et le cinquième jour, naturellement, ce sont des marches fraternelles, où les gens parlent effectivement en toute sincérité et en toute vérité de leur vie. Et lorsque vient le moment du départ, et d'ailleurs on le voit lorsqu'il y a la procession finale et qu'ils vont tous
se grouper finalement dans la cathédrale, on voit que ça ne forme plus qu'un seul corps finalement, et que les gens se séparent avec les larmes pratiquement. Il y avait en tout cas le désir de se retrouver. Alors, vous avez ensuite une petite vidéo qui vous présente Montreux-Braise et le balisage d'un chemin permanent qui est en cours pour permettre à toute personne qui souhaite faire le Trobreise de se lancer. Et voilà, nous sommes sur le toit du Finistère en compagnie d'Arnaud Nain. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Vous venez nous parler de Montreux-Braise. Alors, on connaît le Trobreise, c'est ce pèlerinage qui va d'évêché en évêché breton. Et là, aujourd'hui, une nouvelle formule, une déambulation pédestre, c'est ça? Oui, effectivement, le Trobreise, ça fait 1000 ans que les Bretons marchent en faisant le tour de la Bretagne, et toutes sortes de Bretons, hein, des voyageurs, des marchands, des croyants, des pèlerins, etc. Mais jamais l'itinéraire n'avait été une fois pour toutes arrêté, en fait. Hein. Il y a eu des tentatives de l'installer, etc. Mais là, c'est un peu l'idée nouvelle de Montreux-Braise, c'est d'installer un itinéraire définitif, mais en le construisant avec les collectivités locales, avec les communautés de communes, les offices de tourisme, de manière à ce que le projet soit véritablement enraciné et pérenne. Arnaud, il y a quand même une question. Là, il y a un itinéraire entre Quimper et Saint-Paul-de-Léon et ça fait 180 km. Moi, quand je vais de Saint-Paul à Quimper, je ne fais pas 180 km. Alors, comment vous faites? Non. Alors, on veut montrer le meilleur de la Bretagne, et en l'occurrence, le meilleur du Finistère. Donc, notre façon de fonctionner, c'est de nous rapprocher des collectivités, des comités de communes, et de poser la question aux comités de communes en leur demandant, dans le respect de ce qu'a été autrefois l'itinéraire approximatif du Trobreise, où est-ce que vous avez envie que ça passe aujourd'hui? C'est quoi les enjeux de votre territoire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, de valoriser? Alors, pour découvrir toutes les richesses que vous souhaitez présenter à ceux qui se lancent dans cette aventure, dans cette grande itinérance, il y a justement ces guides. L'idée, c'est qu'on s'est donné jusqu'en 2024 pour finir la boucle. C'est-à-dire que là, cette année, en 2020, on ouvre Quimper-Saint-Paul, Saint-Paul-Tréguier. Et puis, en 2024, eh bien, on reviendra à Quimper et Saint-Paul-des-Léons, et on aura nos 10 étapes, en fait, pour vraiment marcher sur le Trobreise. Et à chaque étape, en fait, il y a un topo guide. Et nous sommes une association, l'association Montreux-Braise, c'est des bénévoles comme toute association. Donc on a pris nos chaussures, on a repéré les itinéraires, on a pris les photos, on a été gratter le patrimoine, ou effectivement un chef d'entreprise qui va nous parler de son entreprise parce qu'il l'a à cœur, ou un élu qui nous parle de sa commune. C'était vraiment une version très contemporaine du Trobreise. Alors Arnaud, dans ces nombreux itinéraires, vous l'aviez dit, associé les collectivités, les maires, et justement, on est allé voir Jean-Yves Crenne, le maire de Lopérec, qui vous accueille, ou qui a accueilli le passage, et on explique un peu ce que ça représente justement d'être inscrit dans cet itinéraire. De faire un parcours permanent, je trouvais que c'était important parce que c'est une identité bretonne à travers une histoire. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle également. Et l'intérêt d'offrir aux gens un potentiel de randonnée, c'est aussi au niveau économique, c'est important parce que dans une petite commune, le commerce de proximité, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, si on a quelques clients qui viennent à l'épicerie, au bar ou au restaurant, c'est un plus. Voilà, retour sur le toit du Finistère en compagnie d'Arnaud L'Empire de Montreux-Braise. Alors justement, Arnaud, vous avez entre les mains ce petit sigle qui sera apposé sur différents points des nombreux itinéraires de Montreux-Braise. Tout à fait, c'est-à-dire que celles et ceux qui s'engageront actuellement sur les 600 premiers kilomètres de Quimper à Tréguier, et puis à terme sur près de 2000 kilomètres tout autour de la Bretagne, marcheront avec leur topoguide bien évidemment, mais aussi avec ce balisage. Un balisage qui a été travaillé avec les 5 départements bretons, qui s'inscrit dans les chartes de balisage. Et puis pour que le projet soit vraiment pérenne, eh bien les comités de communes sont enchantés d'entretenir les sentiers, d'acquérir le balisage, de le poser, ce qui répond bien à notre préoccupation que le projet ne soit pas qu'un projet associatif, il faut que ce soit un projet breton qui aille bien plus loin que nous-mêmes, en y associant également les hébergeurs, les restaurateurs, les services de transport de bagages, d'organisation de séjour, pour que ce soit du clé en main pour celui qui veut arriver jusqu'ici. Nous, on a un rôle de valorisation et de promotion en fait derrière ça. Et surtout de la Bretagne intérieure.
Et surtout la Bretagne intérieure. La Bretagne littorale, elle s'en sort quand même complètement. Et vous voyez, vraiment entre Saint-Paul et puis Tréguier, on va quitter Plestin-les-Grèves pour descendre sur Plouaret et remonter sur Tréguier. On repasse par Bérette, Prat, Confort, etc. Enfin, des communes qui n'ont pas véritablement, qui ont un patrimoine, mais qui n'ont pas véritablement l'habitude de devoir passer des randonneurs. Merci. Arnaud, on rappelle les topoguides disponibles via le site internet. Tout à fait. Dans les offices de tourisme. C'est ça, sur montrebrest.bzh, les offices de tourisme. Et puis également en vente chez notre partenaire COP-Braise, qui nous diffuse l'ensemble de la collection bientôt. Voilà, et puis ça sera une occasion de peut-être passer l'été en Bretagne à sillonner ces chemins. Je crois que la Bretagne vous attend. Voilà, ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Merci Frédéric. Et enfin, une dernière petite vidéo qui vous présente ces chapelles. Donc, ils sont rachetés souvent pour 1 euro symbolique pour être transformés en chapelles refuge pour les pèlerins tout au long du chemin. Partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons toute une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, Saint-Paul de et Léon, que nous ne des devons bénévoles partager qu'avec s'activent ceux que nous pour aimons. C'est cette restaurer la force-là chapelle que nous Saint-Joseph. faire découvrir Elle a été à vendue travers pour 1 euro Il faut symbolique à absolument l'association Alors, de l'œuvre de Saint-Joseph. Il y a la précédente qui ne doit pas être éteinte. Et donc, Bientôt, on a il y a le- une halte pour la nuit. attends, oui, j'ai dû. Ah, attends, j'arrive pas à l'éteindre. Alors, meuble. Voilà, donc la petite dernière. Donc, vous avez des chapelles qui ont été rachetées pour être restaurées, qui étaient certaines dans un état déplorable, et d'autres qui sont rachetées pour être transformées donc en refuge pour les pèlerins. Il faut savoir que tout au long de la route, on se fait ouvrir des petites chapelles qui bien souvent ne sont jamais ouvertes. Donc, le pèlerin du Trobreise annonce son passage en sonnant les cloches dans la chapelle, alors souvent à l'ancienne, hein, avec la corde. Donc, ça fait aussi partie, je dirais, du folklore du Trobreise. Voilà, et on découvre des chapelles absolument magnifiques. Vous avez vu dans une des vidéos tout à l'heure le père Dominique de la Forêt, qui était l'ancien aumônier du Trobreise, et qui, dans chaque petite chapelle traversée, faisait l'historique de la chapelle pour les pèlerins qui y passaient. Donc, il recommençait certaines fois 5, 6, 7 fois, mais voilà, chacun, du premier au dernier, avait droit à l'historique de la chapelle. Et c'était vraiment, on découvre vraiment des lieux absolument magnifiques. Tu t'en sors? Je m'en sors. Voilà. Donc, les petites chapelles. À Saint-Paul de Léon, des bénévoles s'activent pour rénover la chapelle Saint-Joseph. Elle a été vendue pour 1 euro symbolique à l'association L'œuvre de Saint-Joseph. Les pèlerins du Trobreise pourront bientôt y faire une halte pour la nuit. Philippe cherchait des bénévoles pour rénover cet endroit, pour en faire un abri de pèlerins. Et tout de suite, je me suis proposée, parce que ça m'amusait beaucoup de mener un chantier, à condition qu'on fasse tout avec des produits naturels. Le week-end de l'Ascension, on a déjà eu le premier pèlerin qui est arrivé un tout petit peu tôt, avec son sac à dos, sa coquille, son petit drapeau du Trobreise, et du coup, on lui a trouvé un endroit pour dormir, mais il y a un vrai besoin, oui. Comme à Saint-Paul de Léon, une dizaine de chapelles hospitalières sont en train d'être rénovées pour servir d'abri sur le chemin du Trobreise. Le pèlerinage va donc devenir permanent. Le concept séduit les élus. Il faut dire qu'il pourrait attirer 70 000 visiteurs par an. Nous avons créé une association pour défendre ce projet d'itinéraire européen, à l'instar de Compostelle, avec la particularité qu'il serait un itinéraire circulaire. Et en fait, nous avons fédéré les maires des villes cathédrales. Donc, nous avons les maires des évêchés ou des anciens évêchés bretons qui sont adhérents. Alors,
À l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout les maires des évêchés du Nord, on va dire. Donc, nous sommes arrivés maintenant après Saint-Paul, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Malo. Nous allons nous attaquer au sud. Objectif final, mettre à disposition une cinquantaine de chapelles hospitalières sur le chemin du Trobreise, une tous les 25 km. Donc voilà, mais j'espère vous avoir donné envie de vous lancer sur les chemins du Trobreise. En tout cas, c'est une fabuleuse aventure à chaque fois. Je crois qu'un de mes derniers souvenirs marquants, ça restera l'arrivée à Quimper. Monseigneur Levert venait tout juste d'être nommé évêque à Quimper. Et à la sortie de la messe finale, nous a dit « Jamais je n'ai vu la cathédrale aussi pleine et je ne suis pas sûre de la revoir un jour aussi pleine. » C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens assis partout par terre. C'était archi plein. C'est toujours un très très beau moment, la messe finale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez… Alors, il y a eu une série d'échanges entre Karl et Paul Aurélien. Karl demandait est-ce que le Trobreise collectif, quoi, avec une étape chaque année, est-ce que ce Trobreise collectif intégrera à terme les étapes de Rennes et de Nantes, qui sont les C'est deux maintenant, oui, évêchés il est passé à 9 étapes et non plus 7. Et donc, alors, Paul Aurélien va dans ce sens en disant que ils ont en projet dans Montrobreise, en association avec les chemins du Trobreise, de prévoir ce balisage et ce passage par Rennes et Nantes, les deux capitales historiques de la Bretagne. Ouais. Il y a déjà eu, donc il y a quelques années, une marche Sainte-Anne-d'Auray-Nantes, assez éprouvante pour l'avoir faite. Et la route était c'était essentiellement du bitume et donc très fatigant quand on n'est pas habitué à marcher, mais enfin un très beau périple aussi. Alors, il y a La Boussicard mort qui évoque une chanson, une marche en hommage au Trobreise créée par Dénes Prigent. Oui, je l'ai effectivement trouvé aussi, mais j'arrive plus à retrouver le lien. Et donc c'est en Unto ad Cavet, je crois c'est ça. Le terme. C'est ça. Exact. Donc, qui est faite donc au moment du renouveau du Trobreise. Et donc Efflam rebondit, c'est très interactif. Hein, tant mieux. Efflam rebondit en disant que le groupe, alors je pense que c'est Arguedour, mais je ne sais pas. Son groupe avait travaillé un CD dédié au Trobreise et qui redonne l'esprit via un narrateur qui raconte son périple. Et il a vraiment fait ce chemin tout seul, quoi. Et donc il nous en donne le lien sur Amazon pour trouver ce CD. On peut peut-être le trouver ailleurs que chez Amazon. Il n'y a pas de souci. Karl nous dit merci pour les vidéos. Karl a mis ses photos sur sa page Facebook, les photos du Trobreise en solitaire qu'il avait fait l'été dernier. Il a mis les photos sur sa page Facebook et il nous donne le lien. Et donc cette page s'appelle, ou cet album, Danse Trobreise, danse avec un tilde comme la danse. Et on y trouve des photos d'édifices religieux, de paysages, de sites historiques, de fontaines, etc. Alors moi j'avais trouvé aussi sur Gallica un document, je vous en mets, si j'arrive à retrouver tout de suite le lien. Normalement je l'avais. Là, voilà. Sur Gallica, donc les 7 saints de Bretagne et leur pèlerinage de Julien Trévédy. Et donc vous pouvez le lire intégralement, il fait 56 pages.
sur Gallica. Vous avez l'histoire du pèlerinage et je me suis aussi plongée dans le livre de Gaël Delabrosse sur le Trobriez. Vous voulez plus de détails sur l'histoire du pèlerinage. Je crois qu'on a balayé un peu toutes les interventions. Il y a une intervention plus générale de Armel, qui est une habituée des cafés Histoire et de ses sessions sur Bretagne et spiritualité. Donc Armel demande si cette émission ce direct va être aussi visible par la suite, quoi, en replay comme on dit de nos jours. Et là, Pierre lui répond que bah oui, toutes les diffusions en direct de la mission sont aussi accessibles en replay. Il n'y a pas de raison que cette séance y fasse exception. Et en effet, vous pourrez la retrouver sur Facebook, sur le site de la mission bretonne pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, parce que voilà, il faut que tout le monde puisse trouve son compte, je dirais. Et puis quelques jours après, c'est en direct sur la chaîne YouTube de la mission bretonne, où il y a une centaine de vidéos environ. Je crois qu'on va fêter la 100e. Je sais pas si c'est avec celle-ci ou avec la suivante. Voilà. Et là aussi, vous avez le lien sur la page d'accueil du site internet de la mission bretonne. PVD, c'est très bien, mais c'est très ancien. Enfin, ancien. Voilà, il a dû mourir, le brave homme, au tout début du XXe siècle, enfin avant 1910. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même, disons, ça reste une bonne base, mais bon, il faut voir aussi plus récent. Voilà, mais c'est... Donc voilà, mais moi j'avais réussi à trouver ça sur Gallica. Je trouvais ça sympa de voir que le Trobriez est sur Gallica. Ouais. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, et Flamme, ça nous a fait plaisir de rencontrer Flamme il y a juste 1 an et demi, 2 ans. On l'avait vu à Noliac. C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. C'était l'été d'avant. Ouais, on l'avait vu à Noliac où il habite. La mort du père Kellner. Et donc, pour dire, tout compte fait, cette situation sanitaire permet à la mission bretonne de rayonner très loin et de nous faire profiter de bien des choses. Merci à vous. Je partage son point de vue. Eh bien, merci de nous suivre. Allez, c'est bien. Peut-être, on peut peut-être dire 2-3 choses, Claude. Donc, moi, je voudrais dire juste 2 choses. Qu'on travaille à continuer les évangiles et vies, la Bretagne et spiritualité, pour vraiment garder en gros quelque chose tous les mois. C'est pour ça qu'on est vraiment très reconnaissant à Caroline, parce que ça a été formidable. Et puis il y a eu Frédéric qui avait présenté sur Notre-Dame. Donc voilà, on continue à travailler là-dessus. 2 autres choses. On va avoir une petite exposition, mais une quinzaine d'œuvres des Saints bretons à travers l'œuvre de Jeanne Malivelle. Donc, une quinzaine entre 13 et 15 bois gravés que Jeanne avait réalisé. Donc, elle est morte il y a très longtemps, hein, elle est morte en 1926, mais elle a laissé une œuvre très importante, et en particulier une œuvre à la fois religieuse et spirituelle. Et donc, on va mettre en ligne une expo virtuelle pour retrouver les bois gravés religieux. Alors, une partie des bois gravés religieux dans lesquels il va y avoir les pardons, l'arrivée des saints en Bretagne, et puis où on va retrouver Sainte Tryphine, Saint Cadeau, Saint Ronan, Saint Hervé, voilà, avec une présentation de Jeanne Malivelle, et elle qu'on intitulera Une si belle âme,
parce que pour elle, la si belle âme, c'était l'âme de la Bretagne avec toute la spiritualité de ce qu'elle et son grand-père appelaient la Doire Santel, hein, donc la Terre Sainte. Donc, on est en train de travailler ça et donc on va le mettre rapidement sur le site. Et puis, bien sûr, la Sainte-Yves, on ne peut pas la faire de la manière habituelle, mais on croise les doigts parce qu'on pense qu'on va quand même pouvoir organiser un pardon, une messe autour de la période de la Sainte-Yves. On a d'autres projets de concerts ou autres, mais on va garder cette tradition de la Sainte-Yves. Voilà. Donc, on est assez content. C'est pas... Voilà. Claude, tu as peut-être d'autres choses à présenter. Moi, je suis restée sur le plan spirituel. Par contre, je ne retrouve pas la date du prochain Évangile et Vie. Donc, si tu la trouves... Je vais la rechercher pendant ce temps-là. Donc, je vous ai mis derrière moi l'ensemble des événements qu'on organise directement sur vos écrans, qu'on organise à la mission. On n'est pas à la mission là. Caroline et Françoise sont à Paris, 15e et 13e arrondissement, puis moi je suis dans mon trou des hannetons du côté de Plouriveau. Voilà, donc ça sera en direct sur vos écrans depuis d'autres moments, que ce soit à la mission ou en Bretagne. Donc samedi prochain en soirée, c'est à 21h, il y aura une session de contes avec, on accueillera les conteurs d'un peu partout qui, depuis un an à peu près, depuis le début du confinement, font des sessions contes très régulièrement. Au début, c'était tous les jours, puis après, ça s'est passé à une fois par semaine. Donc là, pendant 1h15, 1h30, vous pourrez rêver, vous évader et écouter des histoires d'un peu partout. La semaine suivante, on aurait dû avoir le Corner Bob, le concours de chant et de musique de Bretagne. On a été obligé de le reporter parce que ça, on aura du mal à le faire en virtuel parce que c'est un concours, quoi. Il faut avoir des qualités techniques à la hauteur et quand on est chez soi, c'est pas facile. Donc, on a reporté ça au 6 juin, au samedi 6 juin dans l'après-midi, et à la place on a réservé un concert avec les mêmes personnes et d'autres, des chanteurs, des musiciens qui seront chez eux et qui feront comme ils pourront pour vous divertir. Le prochain Café Histoire, ça sera le 8 mai et ça sera autour d'un couple de résistants qui habitaient dans le 14e arrondissement, Cécile Roll-Tanguy et son mari. Françoise en dira peut-être quelques mots là à l'instant. Pendant ce temps-là, je cherche le prochain Évangile et Vie. Le prochain Évangile et Vie, Bretagne et spiritualité, c'est le 9 mai. Voilà, le 9 mai. Donc, on va vous préparer quelque chose. Alors, Cécile et Henri et Roll-Tanguy, oui, on va en parler au prochain Café Histoire, mais j'étendrai ça à partir de la vie de Cécile Roll-Tanguy, qui s'appelait Cécile Le Bihan, et de Roll-Tanguy, qui était originaire de Bretagne aussi. J'étendrai ça un peu autour de... tout ce qui a été la résistance bretonne, en particulier dans le 14e, autour du groupe d'Enfer Rochereau. Voilà. Donc, je dirais aussi 3 mots du Père Corentin, voilà. Voilà, et Françoise l'a dit, on va essayer de vous faire une fête de la Bretagne virtuelle sur vos écrans entre le 14 et le 24 mai. Ce sont les dates officielles. On a dans les cartons 2 spectacles de contes, 2 concerts, une expo, voilà, différentes choses, pardon. Et puis bien sûr le pardon, la Sainte-Yves, qui donc on espère bien pouvoir tenir.
Voilà, tout ça, ça sera bien sûr sur vos écrans en distanciel. Pierre nous dit, ah, il y en a marre du distanciel, mais je constate quand même que Pierre, à chaque fois qu'on fait un direct, il est derrière son écran, donc ça doit quand même l'aider un peu à tenir, je dirais. Voilà. C'est l'anniversaire de Yolène aujourd'hui, donc bon anniversaire Yolène. Bon anniversaire Yolène. Bah, ça avait l'air d'aller. Moi, je lui ai envoyé un petit message ce matin. Et voilà, donc, mais c'est vrai que c'est pesant. Mais ceci dit, l'avantage de la visio, c'est que bon, ça nous aide à tenir et à attendre. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, Caroline, on va te dire 1000 merci. Écoutez, Voilà. j'ai pu vous donner envie de vous lancer sur le chemin du Trobriez. Alors, si j'ai bien compris, ce ne sera pas cette année. Et non. Non. Et non, encore. Non, tant que les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont, c'est pas possible à organiser avec un si grand nombre de pèlerins en même temps. Alors, je rajouterai une dernière chose, c'est que là, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des idées pour l'année prochaine, pour les cafés Histoire, donc où je vais en prendre, pour les cafés Histoire de l'an prochain. Mais vous pouvez faire la même chose pour Évangile et Vie, tous les problématiques Bretagne et spiritualité, en nous envoyant ou des séries ou des thèmes que vous avez envie de voir traités, ou même vous proposer d'intervenir un jour et on vous laissera volontiers la parole. Voilà. Claude, on arrête là? Bah, je suis en Abaden, ya. Madé. Voilà, on a les amitiés de Paul Aurélien, parce que vous pouvez faire quand même le Trobriez tout seul. Hein. Oui. Oh, vous pouvez, oui, moi, c'était pas mon truc. Mais... Ah non, ça, il faut un peu de soutien. Ah non, ça n'a pas le même, ça n'a pas la même portée. Enfin, voilà, c'est pas de la même manière, mais bon. Faut avoir du courage. On y arrivera. On finira bien par finir ce truc. Bon, ben, Kenavo, dans Hall. À bientôt. Salut à tous. Trugaré.